reste en bordure, les belles tournures, je les comprends pas. Aujourd'hui, on se promène à Montmartre. On ira à Montmartre pour visiter le musée Montmartre, où s'y tient la collection Weissman et Michel. Moi, je suis nature et C'est pour nous une grande chance de pouvoir présenter cette collection américaine, la collection Weissman-Michael, parce que notre musée est déjà une maison d'artistes, donc avec toute l'histoire des artistes qui ont travaillé ici. C'est une occasion parfaite pour nous pour pouvoir montrer aussi une collection d'art, parce que notre musée est quand même une maison d'artistes avec des espaces charmants, mais très typiques du Montmartre de l'époque. Et cette collection d'art est dédiée à Montmartre de la période 1880 jusqu'à 1916, c'est-à-dire la fin de siècle et la Belle Époque. Car à cette période-là, au tournant du siècle, il y avait quand même une certaine décadence, mais aussi une certaine liberté de création à la fin du siècle. Des artistes, Montmartre est encore un endroit assez pauvre, mais où il y avait beaucoup d'artistes qui travaillaient et qui voulaient rompre avec l'art académique. Et ce qui est intéressant surtout aussi, c'est cette vision de fête, cette instantanée, cette créativité qui triomphe ici à Montmartre par les artistes qui y travaillaient, notamment dans le cirque et dans les cafés cabarets, où ils trouvaient leur source d'inspiration. On verra les stamps, l'affiche et l'illustration des livres ou des journaux qui deviennent à l'époque des centres d'intérêt importants pour une jeune génération d'artistes montmartrois, des pastels et des aquarelles. Et c'était un endroit où on pouvait créer librement avec une créativité extraordinaire. Et ce couple de collectionneurs ont eu un vrai engouement pour le Montmartre de cette époque-là. Par leur intérêt personnel, ils se sentaient proches par leur passion commune pour l'art. Ils étaient très intéressés par les artistes à Montmartre, notamment Suzanne Valadon, parce que c'est quand même un rôle de femme avant-gardiste qu'elle a joué, et la vie de Suzanne Valadon a beaucoup influencé et beaucoup inspiré les collectionneurs. De 1886 à 1896, des milliers de personnes ont assisté aux pièces de théâtre d'ombre du Chat Noir. Leur contenu réaliste et symboliste et leurs effets visuels d'ombre et lumière, de nombreux artistes comme Ibels, Toulouse-Lautrec et Villette se sont chargés de concevoir les programmes. Parce que c'était une femme qui venait d'un milieu modeste et qui s'est créée complètement. Elle était autodidacte, elle a vraiment dû lutter pour subvenir dans ses besoins, elle devait poser pour les peintres, mais c'était un métier qui lui convenait parce qu'elle pouvait apprendre parmi d'eux. Elle a eu tout de suite, assez rapidement, elle a eu un fils, donc elle avait à la fois son fils à sa charge, mais aussi sa mère. Donc elle a quand même dû construire toute son œuvre et elle y arrive et elle crée vraiment des œuvres exceptionnelles.
Elle était une des premières femmes à exposer à la Société nationale de beaux-arts. Elle a été poussée par Degas, qui a beaucoup admiré son œuvre. D'ailleurs, son œuvre est très inspirée par lui. Et on le voit dans les œuvres, notamment les deux femmes assises, ce très beau pastel, mais aussi jeune fille nue appuyée sur une main, fait référence à des œuvres de Degas. Et elle a créé aussi des peintures extraordinaires. Elle voulait être une femme, elle voulait être, en fait, son rêve d'enfant, c'était d'être une acrobate, mais une mauvaise chute l'a empêchée de devenir acrobate, et c'est pour cette raison qu'elle a créé cette œuvre, La Roue, l'acrobate, comme tous les artistes d'ailleurs, Van Dongen, Picasso, ils ont beaucoup représenté les scènes de cirque, les cafés, et c'était des sources d'inspiration. Et Suzanne Valadon aussi, elle a représenté, elle ne représente pas le visage, donc ça montre peut-être que c'était elle qui était sur scène. En tout cas, le rêve. Et elle a fait des très très belles toiles aussi, où il y a cette nue très monumentale, très soigneusement composée, avec des couleurs très vives, du tissu flamboyant qu'elle met sur les canapés, et elle ferme la composition avec un rideau derrière. Donc elle a un vrai regard, une vraie artiste. Elle a posé pour des peintres, notamment pour Renoir, pour Puvis-de-Chavannes, pour Toulouse-Lautrec. Donc elle a beaucoup posé, mais elle a vraiment pu obtenir une place pour elle. Et c'est assez rare parce que elle a quand même... Elle a pu être acceptée à la Société nationale de beaux-arts, elle a pu exposer. Et puis le portrait de Louis Moïsis, le fondateur du Bœuf sur le toit, où il y a tous les artistes qui venaient à Montparnasse. Le fait qu'elle a été demandée pour faire ce portrait, donc ça montre quand même qu'elle était devenue une artiste sur la scène. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu montrer toutes les partitions de musique par Ibels qui sont montrées dans l'exposition. C'est quand même assez incroyable d'avoir l'ensemble réuni. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait au moins 350 cafés-concerts à Paris, à Montmartre notamment. Donc entre 1880 et 1890, il y avait tous ces cafés-concerts à Montmartre. Donc ça veut dire que
il y avait les artistes, on a beaucoup de représentations d'Yvette Guibert. Il y a aussi un très beau tableau d'ailleurs de Edmond l'Empereur qui représente Yvette Guibert. Il y a des caricatures aussi d'Yvette Guibert, notamment par Toulouse-Lautrec, mais aussi par Cappiello, où on voit Francisque Sarcey et Yvette Guibert, où il dit mieux vaut laver son linge chez soi. Donc, elle était un personnage très, très populaire, elle était très célèbre, mais bien sûr, elle a été beaucoup aussi reproduite dans la presse avec beaucoup d'ironie. Ça faisait partie de sa célébrité, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et on voit aussi un très bel ensemble de l'album de Guillaume, Triste et gai, où il y a des très beaux dessins et des aquarelles, des chansons, des partitions. On voit aussi l'artiste Aubrey Beardsley qui est représenté. Donc c'est vraiment ces chansons qui étaient un vrai témoignage de la vie quotidienne de Montmartre à l'époque, dans les cafés-concerts, dans les cabarets, qui étaient aussi bien croqués par les artistes, Villette, Steinlen, Toulouse-Lautrec. Et ça, c'est quand même la richesse aussi de cette exposition. En l'espace d'une décennie, Montmartre tire rapidement, comme on l'a vu, de jeunes peintres et dessinateurs, mais aussi des hommes et femmes de spectacle. En relativement peu de temps, Montmartre devient donc un lieu de la vie littéraire artistique. Ces lieux seront si largement commercialisés par leurs propres inventeurs que paradoxalement, le monde de la bohème va vite devenir la grande attraction touristique internationale que l'on connaît aujourd'hui. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes ritournelles sans même y penser. Mon cœur a dansé, ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis. Les yeux qui valsaient dans les miens, on s'aimait jusqu'à la folie. Et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes. Des mots de bonheur, simples comme nos cœurs. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, comme on a dansé sur tes ritournelles, tous deux enlacés, comme on a dansé, que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs. Et pourtant, que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur? Un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie,
que c'est pour la vie. Il s'avère que David Weissman et Jacqueline Michel se sont rencontrés sur un rendez-vous aveugle et c'était le coup de foudre et ils ont découvert qu'ils avaient l'intérêt commun pour l'art et pour la culture et donc ils ont décidé de commencer cette collection et ils avaient un vrai engouement pour l'art de Montmartre. Au tournant du siècle, donc la période, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même une vraie volonté et créativité ici qui était tout à fait, qui leur intéressait et ils ont découvert plus la vie et l'histoire des artistes par aussi le conseil de Dennis Gate, qui est leur conseiller. Et ça fait au moins 10 ans qu'ils constituent cette collection. Donc c'est quand même assez incroyable. Et maintenant, il y a plus que 200 pièces qui sont réunies ici. Un très bel ensemble. D'ailleurs, l'accrochage de l'exposition est aussi un accrochage d'époque, c'est-à-dire comment les œuvres étaient accrochées dans les cabarets, dans les cafés, très denses, qui résonnent vraiment ce foisonnement culturel, cette émulation entre les artistes. Et qui ont vu éclore l'ère moderne.